Amis des livres, amis des mots, bonjour et bienvenue à cette 4e édition des Rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Florence Génametz. Bonjour Florence. Bonjour Dominique, je suis ravie d'être ici. Ah, c'est gentil. Alors Florence est une auteure, autrice. Qu'est-ce que tu préfères? Autrice. Autrice jeunesse. Alors Florence, une question tout de suite. Quand on est maman de 3 enfants, qu'on est parmi ceux qui enseignent à nos futurs instituteurs ou professeurs des écoles, comme on dit aujourd'hui, est-ce que c'est à cause de ça qu'on devient auteur ou autrice jeunesse? Comme j'ai coutume de le dire aux enfants, puisque j'interviens très souvent dans les classes, c'est un métier à part. Bien entendu que j'ai un certain goût pour les livres jeunesse. Depuis mon enfance, ça ne m'a jamais quitté. Je continue à avoir un grand plaisir à lire des albums, des romans jeunesse, des livres illustrés. Mais ce sont deux choses complètement différentes. C'est pas du tout le même métier. Le public est commun, mais ce n'est pas le même métier. Mais quand on démarre dans l'écriture, on écrit tout de suite pour les enfants ou on écrit d'abord parce qu'on écrit et le public cible apparaît que plus tard? Ah, cette question du public a été longtemps questionnée d'ailleurs. D'ailleurs, c'est toujours questionné dans la recherche sur la littérature de jeunesse. Quelle littérature pour quelle jeunesse, mais je crois que ce qui est bien, c'est que quand on s'adresse aux enfants, on s'adresse à tout le monde. Mais simplement, on a une manière de parler qui fait qu'un public plus jeune peut déjà comprendre et s'intéresser, mais c'est pas fermé après pour les grands. Donc en fait, je me suis pas posé cette question au début. Au début, Tes j'avais... premiers textes Oui. d'adolescents, c'était pas pour les enfants? D'enfants, j'ai commencé vers 10 ans. D'accord. Non, on écrit d'abord pour soi. Je crois que c'est important de le dire. Je crois que dans tout art, c'est un besoin qu'on a, une manière de s'exprimer, une manière de vivre, de ressentir. Certains vont faire des gâteaux, d'autres voilà, vont écrire. Donc, on va dire, tu as commencé à écrire à 10 ans comme une enfant de 10 ans Oui. pour les gens autour de toi ou pour toi-même, mais pour cette tranche d'âge. Et en fait, est-ce qu'on peut dire peut-être que l'auteur ou l'autrice qui est en toi a refusé de grandir? En tout cas, il y a profusion de livres et de genres différents. On a le dernier roman dont on va parler tout à l'heure. On a des romans, des petits polars, on a des albums jeunesse, on peut les montrer à la caméra, et il y en a quelques-uns là derrière. Et on a notamment ce qu'on appelle des kamishibai. Alors Florence, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est qu'un kamishibai? Alors, on est entre la narration, le théâtre, l'album, on est aux confins un peu des genres, c'est ça qui est très intéressant. Déjà, il y a une chose importante, c'est que j'adore travailler avec d'autres personnes et quand on écrit, on est souvent seul. Le kamishibai, on travaille avec un illustrateur. Comme pour un album, c'est un savant mélange d'illustration et de texte. Kamishibai, ça veut dire... C'est du japonais. Oui, ça vient, oui, tout à fait, d'origine japonaise, et ça veut dire théâtre d'image. Voilà. Donc en fait, on a une narration qui va être animée par un déplacement des images et aussi animée dans le texte. Donc il faut faire attention d'avoir beaucoup de présence de dialogue, par exemple. Donc on a ces tableaux que je tiens dans la main, qu'on insère dans un théâtre en carton, en bois, Un butail. qu'on appelle un butail. Et donc on montre les images, et au fur et à mesure de la narration, on déplace les images, et on est aidé parce que le texte est écrit au dos. C'est ça, c'est ça. On peut peut-être, je me Je ne sais permets... pas si on peut l'ouvrir. Donc pour expliquer un petit peu, donc devant nous avons, il est encore plus particulier celui-là, nous avons donc l'illustration et au dos, bien entendu, le texte. Souvent les enfants, puisque je lis beaucoup de kamishibai dans les classes, me demandent si j'ai appris le texte par cœur. Je vieillis malgré tout, et donc je leur... Je suis tout à fait excusé. Mais Voilà. ce qu'on peut dire, c'est quand même, grâce à ces supports, que tu as trouvé un public et que tu as été connue en tant qu'autrice. Alors, Ou pas? non. J'ai commencé par des albums, voilà, et un des premiers,
voilà, que j'ai même illustré, oh là là, Oui, avec des bouts de ficelle, on ah peut bon, le dire. avec des bouts de ficelle et avec mon admiration pour Gottlieb. Certains verront ici un loup qui ressemble beaucoup à un des personnages de Gottlieb. Voilà, donc j'ai commencé par des albums et par des petits romans, et c'est vrai que l'éditeur de Kamishibai est un Strasbourgeois, Oui. et il m'avait proposé de transformer, enfin un de mes albums qui s'appelle Les Trois Ouloulés, voilà, Ouais. en Kamishibai. Et ça a été lancé, et après, bien sûr que l'écriture d'un Kamishibai, ce n'est pas comme un roman, comme un album, et donc c'est C'est ça. intéressant, c'est Donc toujours des enjeux nouveaux, des challenges, et voilà, C'est différents travaux, tout ça, mais avec la même dynamique quand même. bien sûr. Bien Et sûr. donc on part du Kamishibai, on découvre des albums, puis on va aller vers des romans un peu policiers, etc. Et alors le livre qui nous réunit aujourd'hui, qui est donc le premier d'une nouvelle collection qui est parue aux éditions de la Nuée Bleue, qui s'appelle Graines d'Histoire, qui sont des romans, donc c'est une petite fiction, des romans qui sont dans un contexte historique pour les enfants. Alors le premier, c'est donc Il faut sauver la sorcière, donc de Florence, et illustré par Benjamin Strickler, qui d'ailleurs illustre déjà la collection. Et c'est un vrai plaisir. Alors on a là quelque chose qui est destiné aux enfants de quel âge? Alors, on va dire de 9 à 12 ans à peu près, hein, cette tranche d'âge où l'enfant commence à s'intéresser à l'histoire, hein, et est capable aussi de lire par lui-même un C'est- texte non illustré. CE1, Voilà. à partir du CE1. CE2, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e à peu près, oui. Donc on a ce roman, Il faut sauver la sorcière, qui se passe à Berkheim, au XVIIe siècle. Alors pourquoi Berkheim? Bergheim, alors pourquoi? Alors, je n'ai pas choisi toute seule. C'est un travail qui se fait avec l'éditeur, hein, et puis aussi un historien. Et on a réfléchi ensemble, on a essayé de trouver des endroits un peu stratégiques, un peu emblématiques. Il y a une tour des sorcières à Bergheim. Il y a eu un vrai passé. Et même si dans tous les villages et toutes les villes, malheureusement, il y a eu des bûchers, mais Bergheim est quand même emblématique avec sa tour des sorcières. Oui, et j'ai lu que entre 1582 et 1683, 39 femmes ont été brûlées, rien que dans le village de C'est Berkheim. ça. Ouais, ouais. C'est absolument... Des femmes, des hommes et des enfants même, malheureusement, hein, Alors, l'histoire va nous parler de cette appréhension, de cette idée qu'on se fait de la sorcière, qui est un personnage qui est presque mythologique, ou qu'on retrouve dans tous les mythes, mais qui à cette époque faisait partie aussi d'une procédé que la religion mettait sur la société. Mais en fait, on va découvrir l'histoire de Berkheim, enfin sur cette période, à travers 2 ou 3 enfants, on va dire. Suzel, Peter et Willy, qui sont donc les enfants du tonnelier du village, et qui sont pratiquement élevés par la grand-mère, qui les côtoie au quotidien, et qui a malheureusement eu un problème, s'est brûlé la main, et ça ne guérit pas bien. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces personnages? Alors, je voulais un petit trio avec trio d'enfants, donc c'est une fratrie, mais à des âges différents parce qu'ils n'ont pas la même façon de réfléchir et de parler aussi. C'est quand même une histoire tragique à la base, hein. Une jeune fille, Rose, est accusée de sorcellerie. On va en parler. Hein, voilà. Et donc je tenais à ce qu'il y ait quand même du rire, de l'humour, hein, et de la légèreté. Et une aventure, avant tout, c'est une aventure, hein, bien sûr. D'où ce trio entre la jeune fille Suzel qui a commis malheureusement, qui a renversé de l'eau bouillante sur la main de sa grand-mère qui s'en veut, qui veut essayer de la soigner. Le frère qui est un petit peu plus nonchalant et un peu jaloux, et le petit frère qui veut absolument participer aussi à l'aventure. On a 3 visages différents, et donc... Et qui ne sait pas tenir sa langue. Et qui ne sait pas se tenir sa langue, donc ça pose plein de problèmes. Et on a quelque part ici, l'exemple d'une fratrie classique avec leur joie, leur peine et ce qu'ils peuvent apporter dans une aventure. Voilà, donc pour aider la grand-mère à guérir, alors on est allé voir le curé, il prévoit des prières.
à la maison, on a quelques petits remèdes, mais bon, ça marche pas bien. Puis les enfants vont voir Herr Hans, qui est l'apothicaire un peu du village, qui n'aime pas les enfants, Pas du tout. qui demande cher pour des potions et des remèdes qui ne sont pas franchement efficaces non plus. Et donc, comme c'est pas très efficace, les enfants... alors, cette structure d'enfants, elle nous fait penser un petit peu au Club des 5 ou des choses comme ça, c'est un petit peu ce genre de démarche. Donc les enfants, les deux, plus le petit qui les suit, vont voir Rose, la fille du berger, qui habite en dehors du village. Alors en dehors du village, habitaient les pauvres, C'est ça. les gens qu'on ne voulait pas en tant que bourgeois ou comme... C'est ça, qui n'était pas à l'intérieur des remparts et donc pas protégé lors d'une invasion. Alors Rose est connue parce qu'elle soigne avec les plantes, certains la nomment rebouteuse, mais elle a une caractéristique qui est très forte et que retrouve dans toutes les accusations de sorcellerie. Elle est rousse. Elle est rousse. Alors comment ce personnage est-il né? Comment est-il devenu roux? Je me suis quand même fondée sur l'imagerie populaire et sur les mythes à travers de la sorcière, parce que c'est plus facile. En effet, quand on a une petite accusation, il y a une accusation qui est portée contre elle, quand c'est une personne un peu différente. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le livre, les enfants eux-mêmes ne savent pas si c'est vraiment une sorcière ou non. Et que je voulais montrer quand même que cette peur... elle était complètement infondée, mais elle était ressentie par tout le monde. Et le fait qu'elle soit rousse augmente cette peur chez les enfants eux-mêmes. Donc là, il y a un message aussi de tolérance, Ça. etc. Okay. Ouais. Alors, tout démarre par une sorte de rumeur. Et la rumeur, c'est... Au fait, le vieux Reichmann m'a dit quelque chose de bien étrange, de perturbant. J'espère que ce sont que des histoires qui ne tirera pas au effort. Quoi donc, demande la grand-mère. Les vaches du père Klaus. Quoi les vaches? Interrompit Willy. Alors Willy, c'est le petit. Elles sont encore sorties de leur enclos? Elles sont plus malignes que les renards, celles-là. Hein? Non, c'est le lait a tourné. Comme ça. Et alors, ajoute Susan, il paraît que quelqu'un a vu la fille du pâtre passer devant l'enclos des bêtes, en marmonnant doucement, et puis elles se sont mises à meugler, et le lait a tourné. Mais c'était une fille rousse. Donc tout commence par une rumeur. Quoi. Alors là, on en vient peut-être à la notion moderne de la rumeur, qui peut créer les mêmes dégâts. Aujourd'hui, on brûle peut-être plus les gens en place publique pour sorcellerie, mais ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux et autres, c'est pratiquement la même chose. Exactement, c'est un des messages absolument que je voulais faire passer. Voilà, les fake news, les rumeurs, il faut s'en méfier et il faut savoir écouter, savoir trouver la bonne information actuellement, savoir où la chercher. Et c'est vrai que c'est un des messages que je voulais vraiment faire passer à travers cette aventure. Oui, donc cette rumeur, elle va amplifier et il va y avoir d'autres histoires aussi. Et on saura après que c'est une manipulation de certains. D'ailleurs même, on parle à un moment de Herr Hans qui revient dans cette histoire. Les enfants se regardent le cœur battant et ils disent « C'est donc lui qui a porté cette affreuse accusation contre Rose. Le lait des vaches du père Klaus qui a tourné. » Marie secoue la tête. Mais c'est essentiel parce que revient cette notion de rumeur qui prend une ampleur pas possible dans le contexte historique, évidemment. Alors, dans le village, on va chercher le bailli, on va chercher le curé, même le bourreau de Colmar est déjà là. Il va y avoir un procès en place publique, et les enfants vont réussir à inverser les choses. Mais ils vont avoir plusieurs aventures, notamment essayer de chasser des limaces pour faire une potion, récupérer du sucre, qui est une denrée rare à l'époque, et aller la nuit dans les ruines du château. Tu pourrais peut-être nous lire Tout à fait. un petit passage qui est lié à ça. Tout à fait, parce que si en effet c'est une thématique qui est dramatique, il y a aussi de l'humour et je voulais aussi montrer que l'amitié, l'entraide, puisque le curé, la grand-mère, tout le monde à la fin s'écoute et s'entraide pour résoudre ce problème. Voilà, on ne va pas dévoiler la fin. On ne va pas tout dévoiler, mais il est clair que c'est aussi
l'humour et l'amitié de la l'aventure, fratrie et l'aventure sont trois valeurs importantes en littérature de jeunesse en tout cas. Alors, un petit passage justement, ils se disent, et si on allait trouver une sorcière qui pourrait peut-être la délivrer? Et donc, ils vont au Haut-Reichenberg. Soudain, la lune se dévoile et les tours en ruine du château du Haut-Reichenberg se découpent lentement dans le ciel sombre. Courage, ma sœur, on le fait pour Rose. Suzette prend une grande aspiration et acquiesce. En essayant de contenir leur peur, ils grimpent la colline à travers les vignes de Reichmann, où le raisin commence lentement à se former. Si la récolte est bonne, il achètera de nouveaux tonneaux à leur père. De quoi leur assurer une bonne année. Doucement maintenant, on approche. Suzette se raidit, enfonce ses ongles dans le bras de son frère et s'arrête. Quoi? Demande Peter, sur le qui-vive. Rien? Je n'entends rien. Oh, heureusement. Ils sont peut-être en train de dormir. Peter fait un geste impatient de la main et reprend son chemin. Au bout d'une dizaine de minutes, ils atteignent enfin ce qui fut jadis le rempart d'une jolie forteresse, mais qui a fini dans les flammes. Les pierres s'amoncellent de part et d'autre et rendent l'avancée difficile. À nouveau, Suzelle attrape le bras de son frère et se fige. La montagne semble tout aussi immobile. Aucune branche de sapin ne s'agite. Et pourtant, on a l'impression que des ombres silencieuses passent lentement, dissimulées dans le noir. « J'ai entendu quelque chose !» murmure-t-elle. « Ça venait de là, derrière nous !» Peter se retourne brusquement. « Ouh, c'est quoi ça ?» demande Suzelle en tremblant. « Une chouette ou... » Tout à coup, la lune blanche dévoile une ombre bondissante entre deux amoncellements de pierres. Pris de panique, le garçon se met à crier. « Argue, une sorcière !» Et il se lance au hasard entre les pierres, cherchant à fuir on ne sait quoi, on ne sait où. Et pour connaître la suite, il faudra prendre les pages suivantes et découvrir comment ces enfants vont sauver la sorcière, puisque c'est le but. Tout à fait. Donc un dernier mot, on a aussi à la fin du livre une partie historique qui est signée Daniel Fischer, professeur d'histoire, qui d'ailleurs va faire ce genre de travail pour chaque volume de la collection. Voilà, j'espère que les enfants y trouveront grand plaisir et y apprendront quelque chose. C'est le but. Et c'est une très belle collection qui fait un peu parallèle avec une autre collection de romans historiques pour les grands, cette fois, que les éditions de La Nuée Bleue ont lancé l'année dernière. Merci beaucoup, Florent. Eh bien, merci de m'avoir invité. Et Avec puis, plaisir. je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire tous ces livres. Merci beaucoup. Voilà, à la prochaine.